Nous sommes en 2001, l'année de sortie du premier film Final Fantasy, Les créatures de l'esprit. Et ce film marque un tournant majeur dans l'histoire des Final Fantasy. Mais commençons par résumer le scénario. En 2065, une astéroïde s'est écrasée sur la Terre, transportant avec elle des extraterrestres qu'on appelle les fantômes, et qui s'avèrent hostiles. Leur plus grand avantage, absorber l'énergie vitale de n'importe quelle forme de vie au moindre contact, en plus d'avoir une incroyable résistance face aux armes humaines. De façon tout à fait logique, les humains se sont donc réfugiés derrière de grands boucliers d'énergie en attendant de trouver une solution au problème. Pour le général Hein, la question est vite répondue. Balancer un coup de laser orbital directement sur l'astéroïde pour exterminer les ennemis. Mais selon le Dr Sid, l'utilisation d'un méga rayon de la mort sur l'astéroïde est une très mauvaise idée. Parce que cela risquerait d'endommager l'esprit de la Terre du nom de Gaïa. Pourtant, personne ne prend cet avertissement au sérieux, quand bien même le Dr Sid soit le scientifique derrière l'invention d'une toute nouvelle forme d'énergie qui alimente entre autres les boucliers de protection de la ville. Le problème, c'est que les gens de ce film ne sont pas au courant qu'ils vivent dans un univers de la licence Final Fantasy. En fait, il est temps de préciser que ce Final Fantasy est censé représenter notre futur à nous, comme on peut facilement le comprendre avec l'existence de villes réelles comme New York ou Moscou. Et il semble qu'il y ait au moins 42 villes protégées comme ça, parmi lesquelles doivent sans doute se trouver Tokyo, Dubaï, Sydney, Ottawa et, bien sûr, Saint-Germain de Talleyrand, la lande Vaumont. La présence de vraies villes est un point sur lequel je vais revenir plus tard. En tout cas, ni le scientifico-spirituel Dr Sid, ni le authentico-méchant du film Général Hein, aucun d'eux ne sont les personnages principaux de l'histoire. Elle, c'est Aki Ross, l'assistante du Dr Sid, et elle a plusieurs caractéristiques qui font d'elle l'héroïne. Déjà, elle croit en l'esprit Gaïa et veut alors, tout autant que le docteur, trouver une solution pour se débarrasser des fantômes sans avoir à tuer Gaïa, et donc sans avoir à détruire la planète. Mais en plus, elle est prête à faire toutes les expéditions les plus risquées pour ça, ce qui fait d'elle une assistante qui, je l'espère, est bien payée. Pour peu qu'une bonne paye lui soit utile, parce que de toute manière, elle semble ne penser à rien d'autre qu'à son travail. Au début du film, elle arpente donc les ruines du vieux New York pour trouver une plante vivante. Et on l'apprend plus tard, elle a déjà poursuivi un oiseau pour le ramener au laboratoire. Cette plante et cet oiseau sont essentiels au plan du Dr Sid, parce que le docteur pense qu'en trouvant ce qu'il appelle les 8 esprits, il pourra mettre au point une onde parfaitement opposée à celle des fantômes, pour que les deux ondes s'annulent et donc que les fantômes soient disparus. Mais tout ça, c'est sans compter sur le fait qu'Aki Ross a le syndrome Kingdom Hearts. Depuis peu, je fais des rêves étranges. Mais je me demande s'ils sont réels. Oui, Aki rêve de fantômes. Et on comprend vite que c'est parce qu'un fantôme l'a infecté, mais que le docteur Sid a réussi à isoler l'infection pour qu'Aki survive. Ce qui fait que le fantôme qui l'a infecté impacte ses rêves en essayant de se propager. Maintenant que vous savez tout ça, et parce qu'on n'a pas toute la nuit devant nous, vous comprendrez vite la fin du film. Mode spoiler activé, grande inspiration pour laisser le temps à qui veut de passer à ce moment de la vidéo pour éviter le spoiler, ou d'aller voir le film avant de revenir. Aki Ross finit par comprendre que ses rêves sont en réalité des flashbacks du fantôme qui l'a infecté. Les fantômes sont donc en réalité des extraterrestres qui se sont fait la guerre sur leur planète, à tel point qu'ils ont fini par tout faire péter. L'astéroïde est donc un morceau de leur planète, et les fantômes sont en réalité des spectres. Ou les spectres sont des fantômes, ça aurait marché aussi. Et pas d'excuse par rapport à la VO parce qu'elle est anglaise et qu'en anglais, on peut aussi dire fantôme. Bref, cette révélation ne change pas pour autant la mission. Il faut se débarrasser des fantômes sans tuer Gaïa qui, surprise, existe bel et bien. Mais du coup, c'est aussi pour le bien des fantômes qui sont de pauvres âmes en peine. Pratique. Sauf que si Gaïa existe, eh bien la planète des fantômes avait aussi un esprit. La Gaïa extraterrestre, qui va combattre la Gaïa de nous. Bref, le 8e esprit est trouvé, et c'est en fait le fantôme prisonnier du corps d'Aki Ross, parce qu'il a suffisamment été exposé à la Gaïa de nous pour devenir un esprit. Un esprit, c'est donc une créature ayant assimilé l'esprit Gaïa, créature de l'esprit donc, je pense que ça vient de là. Ça, c'est le love interest de Aki Ross qui n'avait aucun intérêt et qui se sacrifie pour injecter les 8 esprits rassemblés dans la Gaïa extraterrestre grâce à la magie de « c'est la fin du film, on a le droit à des approximations ». Adieu personnage sans intérêt, adieu Gaïa extraterrestre, bonjour tristesse et bonjour renouveau du monde. Crédit du film.
Avant de m'attarder sur le scénario, il y a des choses que je suis obligé de dire sur la technique du film, sur ses ambitions et sur la perte d'argent légendaire qu'il a engendrée. C'est trop important pour pas le rappeler, même si ça a été déjà très bien dit il y a un bon moment dans Crost. Tu vas me rendre mon journal intime et ouais, j'ai plein de trucs à dire. Mais je vais essayer de la faire courte. Déjà la technique. À la sortie du film, le tout premier film en images de synthèse, Toy Story, est vieux d'à peine 6 ans. Et donc, en 2001, on avait encore surtout de l'animation 2D. En images de synthèse, en 2001, il y avait Monstres et compagnie et Shrek. Et apparemment, pour Shrek, les techniciens du film se sont bien rendus compte qu'ils auraient pu verser dans le photoréalisme. Et ils ont d'ailleurs dû se poser des limites pour pas que le côté conte de fées passe à la trappe. Our artists were able to do something that was almost photorealistic. It was too good, and so we really had to dial her back to make Fiona fit inside of the fairy tale world. Mais en dehors du fait que des textures aussi réalistes que ça soient dingues en 2001, le plus dingue, c'est que tout a été fait image par image pour les expressions. Ce qui est étonnant vu l'excellent résultat. Pas de performance capture donc. Et si je trouve ça déjà fou du côté de Pixar ou de DreamWorks, le travail de Square Enix l'est d'autant plus du fait qu'ils auraient pu choisir de représenter des Mogs pour se faciliter un peu la tâche, mais que non. Ils ont choisi d'animer des humains dans un univers aussi réaliste que possible. Pour remettre ça en contexte autrement, dans les jeux Final Fantasy, qui étaient déjà excellents en termes de technique dans le jeu vidéo en 2001, on était entre ça et ça. Bien sûr, il y a les limites techniques des consoles, mais quand même, les créatures de l'esprit étaient l'amorce d'une nouvelle ère de l'animation dans laquelle il fallait oser s'aventurer, quitte à faire exploser le budget. Maintenant, le revers de la médaille. Square avait prévu un gros succès, ou au moins assez gros pour se lancer pleinement dans l'aventure du cinéma. D'autant que le réalisateur et scénariste du film est ni plus ni moins que le créateur de la saga Final Fantasy lui-même, Hironobu Sakaguchi. Mais le film n'a absolument pas marché. Il a fait perdre des dizaines de millions de dollars, Hironobu Sakaguchi a assumé la responsabilité de l'échec en quittant la boîte, et en 2003, Square et Enix, leurs concurrents directs avec la saga Dragon Quest, fusionnent, devenant le célèbre Square Enix. L'année de la fusion, la branche cinéma de Square, Square Pictures, a juste le temps de faire un court métrage pour Animatrix, Final Flight of the Osiris. Vous l'aurez compris, le flop est total, autant pour le monde du cinéma que pour le monde du jeu vidéo, parce que comme je l'ai dit, le réalisateur du film est aussi un immense nom du jeu vidéo. Tout ça étant dit, revenons-en au scénario des créatures de l'esprit. Commençons avec les personnages, et je vais continuer de faire comme si certains d'entre eux n'existaient pas. Me dites pas qu'on risque notre vie pour une plante. J'appelle pas ça une plante, c'est une mauvaise herbe. Moi j'appelle même pas ça une mauvaise herbe. Il n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas, c'est dans ta tête. Déjà, Aki-Ross, bien sûr, qui est au centre du réseau de personnages. En gros, elle caractérise le Dr Sid, qui est certes son patron, mais aussi ce en quoi elle croit, une science curieuse, bienveillante et ouverte à de nouvelles possibilités. D'un autre côté, le général Hein, qui lui ne reste concentré que sur le fait que les humains sont en guerre contre les fantômes, et comme Aki est contaminé, Hein refuse de lui faire confiance. Et là, il me semble déjà repérer un problème. Hein doute de Aki, comme si le fantôme avait déjà pris le contrôle. Cette femme a été contaminée par un extraterrestre, capitaine. Nous ignorons en quoi cela l'affecte. Ce parasite extraterrestre pourrait influencer son jugement, il pourrait manipuler le docteur pour arriver à ses fins. Et Aki parle parfois du fait que le fantôme gagne du terrain sur elle. Il ne peut y avoir qu'une seule explication. Les fantômes qui m'habitent sont en train de gagner. Comme un bon méchant doit savoir exploiter les faiblesses du héros, un lien logique entre les deux personnages, et donc entre l'héroïne principale et le méchant principal, aurait pu être que Hein fasse douter Aki d'elle-même. C'est d'ailleurs peut-être une idée qui n'a pas été gardée ou un peu déblayée, mais en tout cas, insister un peu là-dessus aurait permis deux choses. Déjà, des interactions entre l'héroïne et le méchant, qui en fait ne se croisent quasiment pas du film. Et c'est vraiment dommage. Ensuite, des discussions entre eux et des vrais doutes de Aki auraient pu amener plus de sentiments à cette histoire qui, perso, me laisse de marbre. Même si j'adore le film. Mais à partir de là, il y a un autre problème qui se pose. Ouais, pas en mode hyper positif aujourd'hui. Le love interest d'Aki. Un personnage si artificiel que je refuse de me rappeler de son nom. Que j'oublierai de façon 2 minutes plus tard. On dirait qu'il est là justement pour apporter de l'émotion à l'histoire. Et honnêtement, ça aurait pu marcher. Mais le film semble ne pas avoir le temps pour lui. Et là, je vais faire l'inspecteur des travaux finis qui arrive 23 ans trop tard, mais j'aime bien imaginer comment les problèmes d'un scénario auraient pu être évités. C'est une passion comme une autre. Aki ne pense qu'à son travail, et donc qu'à l'intrigue autour de Gaïa et des fantômes. Le love interest lui court un peu après, et doit lui faire comprendre qu'elle peut aussi prendre le temps d'avoir des émotions. Mais si celui qui avait eu ce rôle avait plutôt été le Dr Sid. Moi aussi j'étais jeune, vous savez. Docteur, je vous signale que nous sommes en guerre.
Le personnage aurait pu ressembler physiquement au Love Interest, bien sûr, mais avec des lignes de dialogue aussi intéressantes que celles du Dr. Seed. Pas des lignes de dialogue complètement vides. Écoute, je suis désolée. Moi aussi, comme ça on sera deux. Ça aurait fait gagner un temps fou au film, et le film aurait gagné d'autant plus de temps sans ces trois personnages qui n'auraient vraiment pas dû exister. J'ai horreur de passer au scanner. Peut-être que le scanner nous fait plus de mal que les fantômes. Peut-être, c'est vite dit. Il paraîtrait que ces machines-là savourent en stérile. Et j'ai bien l'intention d'avoir un jour un petit Neil Junior, moi. Voilà une idée qui fait froid dans le dos. Pourquoi tu arrêtes pas de me balancer des vannes? Bon alors, on y va, oui ou non? Bored. What? Bored! Non. Trop de personnages, et pas le temps de les rendre intéressants. Pire, ça enlève du temps pour développer des scènes qui semblent manquantes entre Aki, Sid et Hein. Parce que Sid et Hein non plus ne se croisent quasiment pas du film. Le général méchant, j'en parlerai d'ailleurs plus quand je parlerai du très emblématique méchant du deuxième film Final Fantasy. Autant comparer l'un des méchants les plus loupés de la saga à l'un des plus réussis. En tout cas, l'un des reproches que les gens ont fait au film à sa sortie n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est ce qui me gêne personnellement le plus. Le plus gros reproche, ça a été l'aspect très peu Final Fantasy du film, notamment vis-à-vis de son côté science-fiction. Et là, je suis un peu d'accord, et en même temps, pas tout à fait. Ça va être très pratique pour moi que ce film Final Fantasy soit le plus ancien des trois, parce que ça va me permettre de parler de la nature même de la saga. Quelle est la différence entre la science-fiction et la fantasy? En dehors du décor, qu'est-ce qui sépare ces deux genres? Je ne sais pas, monsieur. Et dites-vous déjà que la SF n'est pas forcément le futur, puisque Star Wars se passe il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine. Donc en sachant ça, quelle est la différence? Je ne sais pas, monsieur. Bon, je vais arrêter de poser des questions alors qu'on n'est pas sur Twitch, en fait. Bref, la science-fiction, ça a d'abord été ni plus ni moins qu'un sous-genre de la fantasy. Ou, comme l'a dit l'extravagant et incroyable Terry Pratchett, dont faudra que je parle un jour, Science fiction is fantasy with ball painted on all sides. I will speak in French because I am obliged to do that. Soit la science-fiction, c'est de la fantasy avec des boulons peints à l'extérieur. Pour les sceptiques, je vais directement passer aux exemples. Prenons d'un côté un classique de la fantasy, Donjons et Dragons, et de l'autre un classique de la SF, Star Trek. Dans les deux univers, en dehors des humains, on a plein de races avec leur culture, leurs traits de caractère, leur niveau de technologie, etc. Et d'ailleurs, les Vulcains sont très proches des elfes. Dans les deux univers, on a aussi des lieux inventés de toutes pièces. D'un côté, Myth Dranor ou Neverwinter, de l'autre la planète Vulcain ou le Continuum Q, qui est carrément une autre dimension. En fait, la différence entre la fantasy et la science-fiction, c'est que la SF peut tout rendre crédible avec le fait que l'univers est vaste et inexploré, et qu'aujourd'hui, les chercheurs dans tout domaine scientifique ont encore du pain sur la planche. On utilise un peu de langage scientifico-bullshit. Rapport. Le champ d'attraction lunaire a masqué notre exponentielle. Les Vulcains n'ont rien détecté. Commandant, j'ai retracé le champ exponentiel d'après la chronométrie enregistrée par leur sphère. Recréer le vortex temporel. À vos ordres. Tout niveau pareil. Et vous pourrez donc avoir des téléportations, des télékinésistes, des portails vers d'autres dimensions, ou des tournevis qui peuvent tout faire, mais qui ne marchent pas sur le bois. Et là, si vous vous demandez comment ça fonctionne, on vous dira juste que c'est trop compliqué à expliquer. Et tout ça, si c'était dans votre univers de fantasy préféré, et que quelqu'un vous demandait comment ça marche, vous pourriez utiliser cette réponse très classique, un peu vulgaire certes, mais vrai. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. La différence entre fantasy et SF n'est donc pas tout à fait une différence. La quasi-totalité des univers de science-fiction peuvent être aussi interprétés comme des univers de fantasy. C'est le cas de l'univers de Marvel. D'un côté Iron Man, de l'autre la Sorcière Rouge, et entre les deux, Doctor Strange et Hulk. Ça se passe dans notre monde, mais la magie existe. C'est la même chose avec Star Wars. Et ce qui en fait de la SF, c'est surtout qu'il y a des vaisseaux spatiaux et que la magie est expliquée par des médicloriens et n'est pas appelée magie. Alors la SF dans Final Fantasy, est-ce que c'est vraiment surprenant? Bon, si vous connaissez bien la saga, vous savez que c'est absolument pas récent déjà. Dans Final Fantasy VII, on était déjà carrément dans la SF, avec le haut vent, une méga usine, des modifications génétiques, etc. Dans le 6, on avait déjà des mechas, dans le 5, des extraterrestres, et dans le tout premier jeu Final Fantasy, on avait déjà des bateaux volants. Et ça, justement, ça tient presque de la jonction entre fantasy et SF. Parce qu'on n'est pas sur des bateaux volants façon Peter Pan, mais plutôt sur des technologies avancées. Les créatures de l'esprit dans tout ça, ça serait ce qu'on appelle parfois de la science fantasy. Mais de la science fantasy dans laquelle la fantasy serait considérée comme une croyance. Je lui dis qu'elle ne mourrait pas, qu'elle retournerait simplement à l'esprit de la Terre, à Gaïa.
Elle m'a dit qu'elle était prête à mourir. Elle a dit que je n'étais pas obligée d'inventer des histoires pour la rassurer. Les gens ne croient pas en l'esprit de la planète Gaïa, comme s'ils avaient oublié que son existence était pourtant une vérité. Ou comme si les esprits étaient une découverte scientifique à venir. Enfin, une découverte scientifique à valider, quoi. Mais bon, les termes sont ce qu'ils sont aujourd'hui, donc restons sur la SF d'un côté et sur la fantasy de l'autre. D'autant que le genre de la SF s'est vraiment assez développé pour qu'il soit utile de les différencier. Pour ce qui est de la pure fantasy, on peut citer Harry Potter et World of Warcraft. Pour la pure SF, on pourrait parler d'Interstellar, encore que le film triche avec les trous de verre qui, je le rappelle, ne sont vraiment qu'à l'état de théorie, et de théorie genre théorie théorique. Parce que bon, le truc du stylo et de la feuille, ça marche bien que sur le papier, quoi. Je vais venir vous frapper, monsieur. Je vais venir vous frapper au visage de façon assez insistante. Pour en revenir au film, je trouve que son univers est la suite logique de la saga. L'univers des jeux s'est éloigné de plus en plus de la pure fantasy. Pas de façon régulière, mais quand même. Les jeux ont été un peu plus SF, puis un peu moins, puis un peu plus, puis un peu moins, puis un peu plus, puis Et d'ailleurs, si je peux comprendre que les créatures de l'esprit aient été trop SF pour certains, parce que c'est une réflexion légitime, on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus choquant de voir des images très Star Wars dans Final Fantasy XII ou encore dans Final Fantasy XIII. Du coup, je trouve ça juste dommage que le flop du film ait empêché la saga d'étendre encore plus ses possibilités, entre fantasy très marquée et SF vraiment assumé. Bon, en même temps, faut l'admettre, ça n'a pas été parfaitement exécuté cette histoire. Si vous voulez savoir, ça valait la peine de risquer votre vie et celle de vos hommes. De vos hommes. Pour elle, tu es un homme. Pour moi, c'est une imbécile. Moi, je sais que t'es pas un homme. Et toi aussi, t'es un imbécile. Très drôle. L'idée qui me paraît la plus absurde dans les créatures de l'esprit, c'est le fait d'avoir placé l'histoire dans le vrai monde, avec des villes comme New York ou Moscou. Pourquoi faire? La science-fiction n'a jamais été condamnée à représenter le futur du vrai monde, comme l'a déjà prouvé Star Wars, ou même les jeux FF, justement. C'est un détail, mais pourquoi ne pas mettre des noms de villes venant de jeux, ou en inventer? D'autant que ça apporte rien du tout de nous faire croire que ça se passe dans le vrai monde. Vraiment, le seul intérêt que je vois, c'est ce plan de New York en ruine. C'est tout. Bon, la raison de tout ça, c'est peut-être lié à une américanisation de Final Fantasy. Faite de la mauvaise façon, je précise. Je rappelle que la VO est anglaise, donc les acteurs aussi, et les co-scénaristes aussi. Après, on aurait pu prendre une pincée d'Hollywood pour rendre Final Fantasy plus accessible au grand public. Pourquoi pas? Mais là, on a carrément enlevé des éléments de Final Fantasy qui n'auraient empêché aucun non-initié à comprendre le film, pour y mettre à la place des personnages hollywoodiens de qualité Hollywood en crise, et des blagues dignes de Marvel dans ces dernières années. Et le pire de tout, le plus gros gâchis du film, la musique. La musique! Si vous aimez les musiques de Final Fantasy, eh bien vous n'y aurez tout simplement pas le droit. Le compositeur du film, Elliot Goldenhall, a beau être très doué, le style est complètement hors sujet par rapport à la saga. C'est trop discret alors que Final Fantasy c'est de la musique qui est tellement présente que c'est carrément un personnage presque. Et sans transition, si vous êtes partant, on se retrouve dans une petite semaine pour passer au plus apprécié des 3 films Final Fantasy, Advent Children. Et j'ai beaucoup de bien à dire de ce film. Et en même temps, j'ai pas été tendre avec un film que j'adore, donc je vois pas pourquoi je serais tendre avec le prochain. Pour le film Créature de l'Esprit, j'y reviendrai justement un peu plus dans les 2 prochaines vidéos, pour directement le comparer avec les 2 prochains films, justement. Oh, et j'ai menti sur un truc. Square Pictures a réalisé une 3e œuvre majeure avant de disparaître. On se revoit sur le prochain chantier, et en attendant, je vous laisse admirer ce chef-d'œuvre de Square Pictures. Salut!
Fiona.